La joie change tout. Ça, c'est notre postulat, c'est sur base de ça que nous avons créé, et pour cette raison, nous avons créé Capelus, Steph et moi. Nous faisons en sorte que vos employés aient plaisir à donner le meilleur d'eux-mêmes. Alors, concrètement, vous posez peut-être la question, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on va parler très peu de nous, mais que vous sachiez, nous faisons de la consultance dans l'implication du personnel, c'est un terme en anglais qu'on appelle Employee Engagement, et nous accompagnons aussi dans le développement du leadership à travers les formations, du coaching, des ateliers. Ça sont nos activités. Ce qui va se passer aujourd'hui, on va d'abord vous inviter à traverser un petit peu l'histoire, à revoir certaines choses dans l'histoire pour mieux situer où nous nous trouvons aujourd'hui dans la société et dans le monde du travail. Ensuite, on va brièvement et rapidement parcourir un peu de modèles de théorie qui sont des modèles très fiables sur lesquels nous basons et vous pouvez baser votre travail et vos interventions avec vos employés, vos collègues. Et puis, on va passer à une mise en pratique justement pour que vous puissiez ressentir les choses plutôt que juste nous écouter. Là, on va vous demander de participer activement à ce qu'on va faire. Mais vous pourrez rester assis, ne vous inquiétez pas, c'est pas des jeux de rôle, on va vous demander de venir participer pour ceux qui n'aiment pas faire ça. Est-ce qu'on m'entend pleinement jusqu'à présent? Oui. Ok, super. Alors, je vous invite pour commencer à faire un petit tour dans l'histoire et on va se plonger à l'époque de nos arrière-grands-parents. On se retrouve en 1890 à peu près. Et en 1890, les plus grosses entreprises, eh ben, c'est 4 personnes. On parle de monsieur et madame, qui sont agriculteurs, et 1 ou 2 ouvriers agricoles qui travaillent avec eux, ou bien ils sont dans l'artisanat. Les entreprises comme on les voit aujourd'hui, on ne connaît pas ça. Pour vous resituer, je vois qu'il y a certaines personnes qui sont quand même encore assez jeunes dans la salle, on en parlera tantôt. Il n'y a pas d'internet, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas d'avion, on se déplace à pied, en chariot, à cheval, il n'y a pas de frigo, les choses ne se conservent pas aussi bien, les fours, on ne connaît pas, ou peut-être certaines personnes, donc on est tout à fait à une autre époque. Et il va se passer quelque chose de phénoménal. En une génération, le monde change profondément, mais complètement. Pour vous donner un exemple, en 1915, vous voyez ici la compagnie Ford, en 1915, sur une année, Ford a construit, a fabriqué 500 000 voitures. En 1890, on ne voulait pas encore en voiture. Une société américaine qui est producteur de métaux a une capitalisation boursière d'1 milliard de dollars. 1 milliard de dollars, à ce moment-là, c'est une fortune colossale. Donc, on est passé, en l'espace d'une génération, en 25 ans, de quelque chose de très artisanal et de très rural, à quelque chose d'industriel, d'industrialisé. Et qui est-ce qui fabrique ces voitures? Qui est-ce qui travaille dans cette industrie? Eh bien, ce sont les populations qui, au départ, étaient des populations rurales, qu'on a amenées vers des centres urbains. Les villes, comme on les connaît aujourd'hui, n'existaient pas encore sous la même forme. Et on va les faire travailler autour d'usines. Mais ces gens-là, excusez-moi un instant, je sens que j'ai la gorge sèche pour vous expliquer tout, j'ai la gorge sèche à cause du crack. Ça ne se voit pas, mais ma gorge en est témoin. Donc, ces populations-là qui n'ont souvent pas fait d'études, qui ne sont pas très éduquées, qui sont souvent analphabètes, on va devoir les faire travailler dans des usines. Et comment est-ce qu'on fait ça? Ça ne va pas être évident. Donc on a besoin de supervision. Et on va organiser le travail pour eux, on va leur dire ce qu'il faut faire, donc on va les commander, et on va contrôler ce qu'ils font, comme un des autres choses. Ce sont les bases du management qui ont été établies à ce moment-là. Il y a des gens comme Taylor, Adam Smith, Ford, qui ont à ce moment-là créé des théories du management qui ont bien fonctionné pour cette industrialisation, cette ère de la fabrication industrielle. On parle de capitalisme, d'efficacité, et on commence à aller vers de la croissance. Par contre, le travail est tellement standardisé que autant l'artisan pouvait produire lui-même à la main quelque chose qui était unique, autant maintenant tous les produits vont commencer à se ressembler, et on va devoir tous faire la même chose, tous ceux qui travaillent là. Et c'est tellement standardisé qu'on en fait presque des robots. Il n'y a pas encore, la technologie ne permet pas encore de fabriquer des robots, donc on force les gens à se conduire comme des robots. Ce qu'on peut considérer comme une déshumanisation. Ça, c'est le début du monde du travail comme on le connaît. Alors,
On va faire un petit arrêt dans les années 50, jusqu'en 1955-54, où Peter Drucker, qui est considéré comme la référence en matière de management, a écrit son bouquin. Le 27 bouquin de dernier qui est devenu la référence, qui est toujours resté la référence. Depuis ce bouquin-là, le management n'a plus vraiment évolué. Alors il faut se poser la question, les gens qui ont créé ces théories du management à l'époque, ils sont nés quand? Ils sont nés fin des années 1800, du 19e siècle, début du 20e siècle, à une époque où tout était industriel et où on ne connaissait pas le monde comme aujourd'hui. Ces gens-là, aujourd'hui, seraient complètement perdus. Si vous voulez voir ce qu'on a aujourd'hui avec Internet, la mondialisation, etc., ils seraient complètement perdus. Mais les théories du management, on nous enseigne encore aujourd'hui dans les écoles de management, dans les formations de management, qu'on applique encore en entreprise, sont basées sur un univers industriel. Alors qu'aujourd'hui, le monde a changé. On va passer à l'étape d'aujourd'hui. Donc depuis 1990 à peu près, il y a le web qui est arrivé, l'Internet, qui a tout fait exploser. On est à une époque où il y a une concurrence massive, où on est hyper connecté. Vous avez tous probablement un smartphone avec vous. Quand on vous envoie un email, si vous ne répondez pas dans la journée, ou même plus rapidement que ça, les gens commencent à faire du souci, peut-être qu'il est malade, peut-être qu'il est mort. Vous êtes sur les réseaux sociaux, et on est en permanence connecté. Le monde ne fait plus qu'un. Si vous allez chercher aujourd'hui une paire de chaussures de sport par exemple, Adidas, Nike, vous allez trouver les mêmes paires de chaussures partout dans le monde. Vous allez prendre un hamburger chez McDonald's, vous allez retrouver le même look, la même communication chez McDonald's, et vous allez manger plus ou moins le même produit partout dans le monde. Donc le monde ne fait plus qu'un. Et on commence aujourd'hui à être beaucoup plus conscient du fait que la planète, elle a des ressources limitées, qu'il faut commencer à faire attention à ce qu'on fait, et à ne plus produire un gogo et à polluer cet environnement parce qu'on n'en a qu'un, et on est quand même assez nombreux. Maintenant, depuis 1990, on assiste donc de nouveau à une transformation du monde, tel qu'on le connaissait, mais on passe de l'ère industrielle à l'ère du travail intellectuel. Et le management n'est pas adapté à ça. Aujourd'hui, il revient de temps en temps. Aujourd'hui, les employés cherchent à être heureux dans le travail. De plus en plus, on en entend parler. Et les théories du management 1.0, on va dire, avec une gestion des ressources humaines, ne fonctionnent plus tellement dans le monde du travail intellectuel. Ce qui était bon pour le monde du travail industriel ne fonctionne plus tellement. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à motiver les employés pour qu'ils aient envie de donner le meilleur d'eux-mêmes, pour qu'ils aient du plaisir à donner le meilleur d'eux-mêmes. On cherche à ce que les choses soient durables, à ce que les gens soient en bonne santé, à ce qu'il n'y ait pas de stress au travail, à ce qu'on n'ait pas de burn-out, à ce que le travail ait du sens. Et tout ça, c'est déjà pas évident, tout en préservant le succès, la réussite de l'entreprise, donc la performance. Et pour ça, on a besoin de nouveaux modèles de management. Alors, que le travail ait du sens, vous allez aujourd'hui avoir de plus en plus de mal à motiver surtout la jeune génération à travailler dans une entreprise qui fabrique des cigarettes. Parce qu'on se rend bien compte que ce n'était pas idéal. Vous allez avoir plus facile à motiver les gens si vous faites quelque chose de bien pour l'humanité ou pour la société. On aime avoir du sens dans son travail. Et quand on parle des fabricants de cigarettes, dans les années 50, ces messieurs, ou ces dames, essentiellement des messieurs, nous ont balancé des études scientifiques, heureusement on n'était pas encore là, dans lesquelles ils démontraient que la cigarette n'était pas mauvaise pour la santé. Au contraire, elle était même bonne pour la santé, et certains médecins préconisaient de fumer certaines marques de cigarettes. Pour vous dire que, à travers le temps, il y a eu des études scientifiques qui ont prouvé tout et n'importe quoi. Il y a aussi des médicaments qui ont été mis sur le marché et qui après ont été retirés tellement ils avaient fait des dégâts. Nous pensons qu'au Softenon avec des bébés mal formés. Alors, une étude scientifique, c'est important. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour qu'une étude scientifique soit valable, on va vous parler tantôt d'études scientifiques, c'est pour ça que je vous parle de ça, pour qu'elle soit valable, il faut qu'elle soit vide de tout intérêt commercial ou autre, et il faut qu'elle ait été vérifiée par d'autres scientifiques
qui en général se font un plaisir d'aller démolir l'étude scientifique. Donc quand ils n'ont pas réussi à la démolir, elle commence à être valable. Les études scientifiques dont on va vous parler aujourd'hui, en partie théorie, sont des études qui ont été vérifiées et qui sont donc valables. Alors, on va vous parler de 3 ensembles, 2 théories et un ensemble. Vous vous rappelez, là tantôt, je parlais qu'il faut motiver les gens, il faut que ce soit durable, et il faut de la performance. On va un petit peu se calquer par rapport à ça. La première chose, la motivation. Pour faire en sorte que les gens soient motivés, on parle souvent de la meilleure motivation, c'est la motivation intrinsèque. Excusez-moi. Et la motivation intrinsèque, c'est une motivation où la personne fait son travail tout simplement parce qu'elle aime le contenu de son travail. Un jardinier, un artisan aujourd'hui, souvent va faire ça purement par passion. Un artiste va faire ça par passion. Et même dans les métiers de l'entreprise, les métiers de bureau, il y a des gens qui préfèrent certaines choses, qui les trouvent plus intéressantes, ou qui ont envie d'apprendre à faire ces choses-là. Cette base-là, ces 3 critères-là, vont faire que les gens seront motivés de façon intrinsèque. Quels sont les axes sur lesquels on va faire attention à ce moment-là? On va travailler sur les forces des gens, donc on va vraiment se concentrer sur leurs forces, sur leur passion et sur leurs compétences. Et alors pour soutenir ça, pour que ça reste valable dans le temps, cette motivation intrinsèque, ce que la société, ce que l'employeur, ce que le superviseur peut faire, c'est continuer à soutenir leurs besoins en autonomie, donc laisser les gens avoir du choix pour faire ce qu'ils font quand ils le veulent, ou plus ou moins quand ils le veulent, certainement comment ils le souhaitent. Soutenir leurs besoins d'appartenance, il faut qu'ils se sentent partie du groupe, partie de la société dans laquelle ils travaillent, et qu'ils soient aussi liés au sens de la société. Et enfin, il faut évidemment leur donner un sentiment de compétence et aider à développer des compétences. Ça, c'est un premier modèle qui a été développé par Dacey et Ryan, qui a été scientifiquement très fortement vérifié, et donc on est sûr que ça fonctionne. Ce n'est pas juste de la théorie, c'est quelque chose que vous pouvez mettre en pratique en étant tranquille. Le second modèle, c'est un modèle qui concerne l'énergie. Et dans l'énergie, vous avez le modèle de Job Demands Resources qui a été développé par 2 Hollandais, donc on est tout près de chez nous, ce sont M. Bakker et Schauffele, avec lesquels nous sommes en contact d'ailleurs. Et là, en fait, ce qu'il faut faire, c'est pour que les gens soient épanouis dans leur travail de façon durable, c'est leur donner suffisamment de défis, des défis qui les intéressent, qui sont, donc qu'on ne s'ennuie pas, on a des choses intéressantes à faire, et peut-être un tout petit peu difficiles, mais en même temps, donc on a des défis de ce côté-ci, et en même temps qu'ils aient des ressources qui soient en équilibre avec les défis. Donc qu'ils soient suffisamment aptes à relever le défi. Et les ressources peuvent être soit intérieures, soit extérieures. Les ressources intérieures, ce sont les compétences, la confiance en soi, la motivation, et l'optimisme. Et les ressources extérieures, c'est le soutien qu'on reçoit d'un chef, les formations qu'on peut recevoir. Et ce qu'il faut aussi, ce qui est important aussi, c'est d'éliminer ce qui nous gêne, les nuisances. Alors qu'est-ce qui peut nous gêner? L'hypocrisie au travail, les couteaux dans le dos, les ragots, c'est quelque chose de toxique. Il faut éliminer ça, en tout cas le réduire. On peut avoir un supérieur hiérarchique qui pense qu'un supérieur hiérarchique qui peut écraser ses employés. Les employés, ils auront du mal à faire de leur boulot dans ce cas-là. Il y a la bureaucratie qui peut être très fortement gênante. Et le command and control, bon, t'as fait ce que tu demandé de faire? Non, tu l'as fait? Bon, c'est tout. Ok. Allez, exagérément contrôler les gens ou tout simplement les contrôler. D'amener cet équilibre va conduire l'employé et les employés à avoir de la vitalité, à être dévoués, donc à aller au-delà de leur job, on en parlera tantôt. Et le mot flux nous vient d'un expert en psychologie positive, Csikszentmihalyi, qui parle de flow. Ça, de nouveau, ça a été prouvé scientifiquement. De quoi s'agit-il? C'est quand on oublie qu'on est au travail. Donc,
il dit, il faut aller manger. Il faut aller manger, je viens de commencer, je n'ai pas vu le temps filer. On est complètement absorbé par son travail. J'avais parlé d'un troisième ensemble, c'est pas vraiment un modèle théorique, ici ce sont des méta-analyses, on ne va pas rentrer trop dans la technique. Il y a 5 éléments ici qui vont vous conduire, qui conduiront l'individu et les équipes à plus de performance. Alors le premier élément, c'est la cohésion sociale. Vous voyez, il y a des choses qui reviennent, il y a des choses qu'on a en commun. La cohésion sociale, c'est est-ce que je me sens faire partie de ce groupe? Est-ce que j'ai l'impression que ce groupe a envie que je fasse partie de lui? Est-ce qu'ils sont accueillants envers moi? Est-ce que je ressens de la bienveillance? Ça, ce sont des choses qui sont importantes au niveau de la cohésion sociale. Ce qui est important aussi, c'est le superviseur. Quel est le soutien que je reçois de lui? Est-ce que c'est un soutien qui est bienveillant, de nouveau? Est-ce qu'il cherche à m'aider? Est-ce qu'il cherche vraiment à m'aider? Est-ce qu'il est disponible? Est-ce qu'il est prêt? Proche? On parle de proximité. Le troisième élément, c'est le partage de l'information. Ça, pour vous, on a vu qu'il y a beaucoup de professionnels de la communication interne qui sont présents ici. En tant que professionnel de la communication interne, le partage de l'information est essentiel. Et de quoi est-ce qu'on parle ici? Il y a le passé, l'historique de la société. Est-ce que j'ai encore facile à trouver ces informations-là quelque part? Est-ce que je sais où les trouver? Ça va m'aider à être plus performant. Si les informations sont facilement accessibles et je sais où je peux les trouver, ça va m'aider à être plus performant. Encore un sujet qui concerne la communication interne. Est-ce que c'est clair ce que la société fait? Quel est l'objectif de la société? Quelle est la vision? Comment est-ce qu'on va y aller? Ok, disons que c'est clair. Est-ce que c'est clair pour moi? Comment j'y contribue? Quel est mon rôle là-dedans? Ça aussi c'est très important. Savoir faire où dans la société, ne pas comprendre quel est mon rôle et comment j'intègre cette vision, comment j'y contribue, c'est insuffisant. Je vais être beaucoup plus performant si je le sais. Et enfin, une base, il faut qu'il y ait de la confiance. Il faut que les gens aient confiance en vous et il faut aussi leur faire confiance. Si vous êtes dirigeant, il faut faire confiance à vos employés. Alors la confiance, elle repose sur 3 choses, très rapidement. Il y a d'une part la compétence. Est-ce que la personne sait faire? Est-ce que je pense qu'elle sait faire? Qu'elle connaît bien le sujet? Il y a l'intégrité, l'honnêteté. Est-ce que c'est quelqu'un qui tient sa parole? Ça va conduire à la confiance. Et un dernier point qui revient, la bienveillance. Est-ce que j'ai l'impression que cette personne me veut du bien? Si oui, j'aurai plus facilement lui faire confiance. Donc, ça sont les modèles ici qu'on a mis ensemble. Et si vous travaillez avec ces 3 modèles, et donc que vous développez la motivation, l'énergie et la performance, vous aurez comme résultat plus de performance et de productivité au sein de l'entreprise et de la personne. Il y aura plus de créativité. Les gens vont dépasser le contenu de leur fonction. Je vous donne un exemple. Vous passez à côté d'une poubelle, elle est pleine. Ah, ben je vais la prendre, je vais la vider. Ça ne fait pas du tout partie de ma fonction, mais je sens que je fais partie ici je me sens bien dans cette société, j'ai envie de le faire, c'est normal. Je vois quelqu'un qui attend à l'accueil, apparemment il a perdu, je ne sais pas si quelqu'un s'occupe de lui, je vais aller chez lui, bonjour monsieur, est-ce qu'on s'occupe déjà de vous, alors que ce n'est pas mon rôle. Ça, c'est aller au-delà de sa fonction. Et puis on va se sentir mieux. On va se sentir mieux, on ne va pas avoir de problème de burn-out, ou en tout cas moins. On ne va pas avoir de problème de dépression, ou en tout cas moins, qui sont liés au travail. Et on va être en meilleure santé. En règle générale, à part le problème de dépression et de burn-out, on va avoir plus la pêche. Et en fin de compte, on va rester plus longtemps dans l'entreprise. Donc tout ça est au bénéfice de l'entreprise aussi. Donc en gros, les gens apportent des résultats, font des résultats. Ça c'était pour la théorie. Est-ce que ça va? Tout le monde est encore là? Ok, maintenant ça va devenir beaucoup plus clair. Donc on va passer à la mise en pratique. On n'a pas de produit chimique, rassurez-vous. Et ce qu'on va faire, c'est que Steph et moi, nous allons mettre en scène certaines situations du monde du travail pour illustrer certaines choses. Alors, Steph va interpréter Jean, directeur de marketing, et moi je vais interpréter Pierre. Pierre a été débauché, il travaillait dans une autre société, il a 10 ans d'expertise dans son domaine, il est responsable produit, et il a été débauché pour rejoindre l'équipe de Jean. Et à un certain moment, on va faire appel à Luc, qui est un membre de l'équipe de Jean, qui va encore une fois être interprété par Steph. Alors, ce qu'on va vous demander maintenant, et comme on est plus ou moins positionné de la même façon, on va pouvoir le faire,
c'est la partie de la salle, à partir de ce monsieur, enfin cette partie-ci, il y a un petit couloir au milieu, donc cette partie de la salle, ce qu'on va vous demander de faire, c'est de vous identifier avec Jean, qui est le directeur du marketing. Donc, vous allez essayer de vous mettre à la place du directeur du marketing, et quand les choses se passent, comment est-ce que vous les ressentez? Après, on vous invitera à partager ça avec vous. Et cette partie de la salle, on va évidemment vous demander de vous identifier avec Pierre, qui est le responsable de produit, et donc de ressentir les choses, vous imaginez, mais si j'étais à sa place, comment est-ce que je vivrais les choses? Est-ce que c'est clair jusqu'à présent? Ok, on est prêt? Alors on va y aller. On commence par une première situation, qui est, Pierre est dans l'entreprise depuis 2 semaines, et il va pour son premier entretien formel chez Jean. Je m'approche de toi. Allez-y. Oui, allez-y. Bonjour Jean. Bonjour Pierre, comment vas-tu? Ça va, ça va. Et ton intégration, ça va un peu? Oui, hein, je sais déjà où se trouvent les toilettes, la cantine, le parking. J'ai déjà vu un petit peu qui travaille ici, je vois qu'on bosse dur. Oui. Les gens sont très occupés dans leur travail. Enfin, pour le reste, non, je pense que je m'y retrouve déjà, les photocopieurs et tout, je sais où tout se trouve. Super. Donc tu sais sans doute que quelquefois par an, on fait une analyse de nos produits vis-à-vis des produits de la concurrence. Oui. On utilise la méthode A, que tu connais sans doute très bien. Voilà, super. Donc c'est ton premier projet, disons. Oui. Et voilà. Et pourquoi la méthode A? Parce que moi j'ai utilisé la méthode B auparavant. Oui, mais en fait, on a déjà utilisé la méthode B dans le passé, c'était l'horreur, il y avait tant de trucs, machin. Enfin, non. Je te demande d'utiliser la méthode A si tu as besoin d'aide. Pas de la Luc, mais... Il est en vacances. Oui, mais j'ai une réunion dans 2 minutes, donc... utilise la méthode A, tu vas voir, ça va se dérouler très bien. Ok? D'accord. Allez, super. Merci Jean. Voilà. Alors, cette partie de la salle, vous vous êtes identifié avec Jean. Oui? Comment est-ce que vous avez vécu? On revient tout de suite chez vous. J'ai fait une petite erreur de planning. On va d'abord demander à Pierre. Pierre, comment est-ce que vous avez vécu ce premier entretien? Pas terrible. Pas terrible. C'est bien? C'est bien ce que j'entends? Frustrant. Flou. Tu connais pas l'équipe? Tu connais pas l'équipe. Flou. Directif. Jean directif. Oui, mais je suis directeur. Autre chose? Pardon? Il n'est pas très disponible. Il est sur son téléphone. N'essaye pas de connaître l'opinion de Pierre évidemment, parce que c'est l'infrastructure, il faut les humains, l'équipe, Il n'essaye pas de connaître. Pardon. Il n'essaye pas de comprendre. Il n'essaye pas, je veux dire, de connaître les arguments. Ouais. Parce que la personne ressent en face de lui, parce qu'on lui parle des toilettes, de la cantine, etc. Mais ça, c'est du matériel, mais le côté humain, il n'a pas posé de questions. Voilà, il ne pose pas de questions par rapport au côté humain. L'intégration dans l'équipe. Je répète pour que tout le monde entende. J'ai pas de micro, Donc c'est pour ça que je répète. Et il ne pose pas de questions par rapport à l'intégration au sein de l'équipe. Alors, cette partie-ci de la salle, Jean. On est pressé. On est pressé. Quoi d'autre? On n'a pas envie de discuter. On n'a pas envie de discuter. Pas le temps. On n'a pas le temps. Pas d'application. Pas d'implication. J'imagine que Pierre connaît déjà tout, parce qu'il a 10 ans d'expérience, et qu'il lui dit fais la méthode A. Ok, il fait confiance à Pierre en se disant fais la méthode A, de toute façon il connaît déjà tout, donc il faut faire la méthode A. Confiance limitée, parce que, Une confiance limitée. Il n'utilise pas l'expérience justement du nouveau collaborateur qui a été débauché, puisqu'il ne lui demande pas des arguments par rapport au... Oui, il ne lui demande pas ses arguments par rapport à la méthode B. Il a l'air d'appliquer une méthode d'entretien basique sans spécialement vraiment comprendre le sens de pourquoi et l'intérêt de l'intégration. Okay. De toute façon, il a dû faire un entretien après la première semaine, mais il n'a pas l'air de vraiment s'impliquer. Il n'a pas l'air de vraiment s'impliquer. Vous parlez de Jean, hein? Ouais. Ok. manque d'empathie. Manque d'empathie, parce que là vous êtes en train de juger Jean. Je vous ai demandé de vous identifier avec Jean. Vous n'avez pas à se regarder dans le miroir.
je ne suis pas prêt à remettre en question la méthode qu'on utilise depuis X Je suis sûr de ma méthode, j'ai rien à remettre en question. Ok. Bon, il faut qu'on continue, mais encore deux. Oui. Il fait confiance pour déléguer. Il fait confiance pour déléguer. Oui. On a l'impression qu'on a plutôt débauché l'employé pour affaiblir l'autre boîte que pour enrichir celle dans laquelle il est. On a plutôt débauché l'employé pour affaiblir l'autre boîte plutôt que pour enrichir celle-ci. Ok. Super. Merci beaucoup pour votre feedback. On passe à la scène suivante. Pierre a terminé l'étude comparative. Bonjour Jean. Salut Pierre. J'ai fait donc ce que tu m'as demandé, l'étude comparative par rapport à la concurrence. Super, oui. J'ai fait ça ici, tu vois, ça sont les résultats. Méthode A, donc tu Très m'as bien, demandé. très bien, très bien. Merci. J'ai ici exactement les mêmes résultats. D'accord ? Exactement la même chose. Méthode B. Oui, mais j'ai quand même demandé de faire la méthode A et que la méthode A. Parce que la méthode B, on a eu tant d'ennuis dans le passé, ça va, enfin, tu n'auras pas le temps de faire chaque projet de deux façons, hein. Tu comprends? Oui, mais enfin... Ouais. Écoute, parle à Luc, il connaît les problèmes du passé avec la méthode B, il va sans doute savoir t'expliquer comment ça marche, et faites comme ça, d'accord? Ok, merci. Super, allez. Pierre, comment on s'est senti? Pas vraiment de commentaire précis sur son analyse. Ok, pas vraiment de commentaire précis par rapport à l'analyse. Pierre ne se défend pas assez. Pierre ne se défend pas assez, je suis un peu laissé faire. Moi, il n'argumente pas assez son choix. Ouais. Il était volontaire, il a fait les deux projets. Il était volontaire, il a fait 2 projets et Il a voulu montrer qu'il était efficace. il a voulu montrer qu'il était efficace et comment ça a été... Est-ce qu'il a eu? Il a été frustré du coup parce qu'il Il a été frustré. Ça n'a pas été prévu. Ouais. Vous voulez dire quelque chose? À mon avis, le directeur marketing doit porter à un échelon supérieur. Comme il ne maîtrise pas trop et qu'il ne maîtrise que la méthode A, il se contente de la méthode A parce qu'il doit aller rapporter à un échelon supérieur les résultats de l'étude du benchmark. Donc le directeur marketing ne maîtrise pas trop le sujet, puisqu'il envoie vers quelqu'un d'autre. C'est pas supérieur, mais c'est quelqu'un dans son équipe. À un moment, il va devoir reporter à quelqu'un d'autre, et comme il maîtrise visiblement que la méthode A, il ne veut surtout pas s'en comporter. Et en plus, il est légal. Parce qu'en cas de problème, ce ne sera pas lui, ce sera lui, peut-être, n'a pas bien expliqué. Et comme ça, parapluie, si jamais il y a un problème, ça sera Luc, ça sera pas lui. Super, merci. Jean, comment est-ce qu'on a vécu ça? On est un peu énervé. On est un petit peu énervé, c'est qui dit ça? Moi. Oui? On est un peu énervé qu'il a quand même fait le B qu'on lui avait demandé de pas Il n'a faire. pas été sage, hein? Il a quand même fait la méthode B aussi. Il a pris des initiatives, je l'ai cassé en espérant qu'il n'en fasse plus. Voilà, il s'est permis une fois de prendre des initiatives, je ne lui ai pas demandé, il s'en prend plein la tête, comme ça, la prochaine fois, il ne le fera plus. Il est conforté dans sa position de directeur. Il est sûr Je me conforte dans ma position de... Enfin, Steph se conforte. Pierre, Jean se conforte dans... On devient schizophrène. Jean se conforte. Jean a un problème d'ego. Il se conforte dans sa position de directeur. Ok. On va passer à l'étape suivante. Luc. Et donc maintenant, Steph va interpréter Luc. Bonjour Luc. Salut Fieu, ça va? Ça va. Dis, j'ai fait maintenant pour Jean, il m'a demandé de faire une étude comparative de la concurrence. Oui. J'ai fait ça. Il m'a demandé d'utiliser la méthode A. Oui. Et j'ai fait ça. Très bien. Moi, j'ai l'habitude d'utiliser la méthode B. Oui, j'ai eu ce sentiment aussi, mais j'ai des super bons résultats à la méthode B et j'arrive à exactement la même chose que la méthode A. Je n'ai même pas eu l'occasion de lui expliquer. En un tiers du temps. Ça va beaucoup plus vite. Donc il y a moyen de faire d'autres choses, c'est plus efficace. Donc pourquoi vous utilisez la méthode A et pas la méthode B? Enfin, pourquoi il reste... Au début, hein, j'étais comme toi, hein, plein d'énergie, plein d'idées, plein de volonté. Et ça ne marchait pas avec Jean. Hein. Tu sais qu'il est devenu marketeur de l'année. Hein, ah oui, l'année passée. J'ai vu ça.
ça m'a pris des années pour avoir une relation plus ou moins bonne, productive avec lui. Crois-moi, s'il te demande méthode A, utilise la méthode A, tu vas gaspiller ton talent, ton énergie, faites ce qu'il te demande et ça ira beaucoup mieux. Ok? Ah, avec plaisir. Pierre, comment ça va? On est dans une impasse à nouveau frustré. Ça fait 3 fois déjà qu'on est frustré. Pourquoi on l'a débauché? Pourquoi on l'a débauché? Il peut quand même bien faire. Ouais, il peut quand même bien faire. Il y a une résistance au changement qui est généralisée. Une résistance au changement qui est généralisée. Et puis finalement, il découvre la personnalité de Jean aussi, qui a l'air d'être un marketeur. Il découvre la personnalité de Jean qui a l'air d'être un marketeur charismatique, on va dire ça comme ça. Charismatique, c'est pas possible. Dirigiste. Dirigiste. Ok. Luc, peut-être moins important, mais si quelqu'un veut partager comment est-ce qu'on s'est senti en tant que Luc. Je ne veux pas d'ennui. On ne veut pas d'ennui. Il est un peu fataliste. Il est un petit peu fataliste, il s'est résigné à... Et il veut amener l'autre à l'être aussi. Et il veut amener l'autre à faire comme lui. Tire vers le bas aussi. Tire vers le bas. Super. J'ai eu une impression, un éclairage un peu différent. Oui. Donc moi je dirais que voilà, Luc, bah, lui aussi, hein, il a été frustré, etc. Donc il s'est fait une raison. Hein, et il dit au petit nouveau, bah écoute, si tu veux donner plein d'énergie et être frustré, bah voilà, tu vas devenir comme moi. Maintenant tu as le choix, ou bien tu fais ce qu'on te demande, ou bien... Donc il a les meilleures intentions par rapport au nouveau, en lui disant, écoute, ne voilà, gaspille pas ton énergie, ça sert à rien. Gaspille pas ton énergie, ça sert à rien. Ça sert à rien en tout cas, donc voilà, pointillé. Si tu veux trouver quelque chose qui correspond mieux, va ailleurs quoi. Entre guillemets, si tu veux trouver quelque chose de mieux, va ailleurs. Ici c'est comme ça ne changera pas. Ici c'est comme ça ne changera pas. Ok, super, merci. On passe à la dernière étape de cette mise en situation qu'on va refaire après. Hein. Mais la première fois qu'on l'a fait, maintenant il y a la dernière étape, c'est l'entretien à la fin de l'année, l'entretien d'évaluation. Bonjour Jean. Bonjour Pierre, ça va? Ouais, pour le moment ça va, on va voir. Okay. Donc tu sais qu'on va formaliser une fois par an l'aspect d'évaluation. Oui. Oui, d'accord. Donc si je regarde l'année, au début, on a eu les ennuis avec la méthode B. Ça t'a pris pas mal de temps de t'acclimatiser dans notre façon de travailler. Donc, ça, c'était pas vraiment super. Hein. Par contre, l'événement que tu as organisé au mois de juin pour nos clients, ça, c'était vraiment super. On n'a jamais eu des commentaires de nos clients pareils. C'était top. Et deuxième moitié de l'année, tu as fait le projet X. Et là, c'était vraiment quelque chose où j'attendais tes idées, ta créativité, parce que c'est quelque chose qu'on ne fait pas très bien. Et là, tu n'as pas vraiment partagé ton expertise. Et ça, c'est quelque chose de dommage. Donc, si je regarde l'année dans sa totalité, je vais être doux. Je t'ai donné la cotation C. Et ça correspond à une augmentation de 18 € et 27 cents par mois. Ok? C'est bien là. Voilà. Allez, bonne fin d'année. Hein? Pierre, comment on s'est senti? Comment? Dévalorisé. Frustré. C'était une évaluation à sens unique. Une évaluation à sens unique? Une évaluation à sens unique. Évaluation à sens unique, super. J'ai entendu quelque chose? Un monologue, oui. Il n'a pas reçu de feedback régulier parce que sinon il aurait pu s'améliorer. Il n'a pas reçu de feedback régulier, sinon il aurait pu s'améliorer. Bien vu ça. Bien vu ça, évidemment.
Et en début d'année, en fait, on lui reproche de mal s'être adapté à la méthode de travail. Et en fin d'année, on lui reproche de ne pas avoir proposé sa propre méthode de travail. Splendide, splendide. Donc en début d'année, on lui reproche de venir avec de nouvelles idées, de vouloir et de ne pas quelque part suivre aveuglément la méthode de travail. Et puis en fin d'année, on lui reproche justement le contraire. On lui dit, mais il y a une occasion, on avait besoin de changer les choses, et là, peut-être pas là. Ok, super. Jean, non, parce qu'on a ressenti les choses. On est des mauvais. On a fait payer un petit peu la prise de décision tout seul au début de l'année. Et ce que je remarque surtout, c'est qu'on ne dit rien pour l'année qui suit. On ne prépare rien. On prépare pas des objectifs. L'année qui suit, ok. On se contente d'un constat. Au fond, on se contente d'un constat. Il y a une frustration par rapport aux attentes qu'on avait de Jean, et de Pierre, pardon, et en même temps les signaux qu'on a envoyés pour la méthode. On se rend compte, qu'il n'y a pas les signaux pour le produit qu'on attendait de lui. Magnifique. Donc je vais essayer de répéter ça. On a quelque part aussi une frustration par rapport aux attentes qu'on avait par rapport à Pierre, qui n'a pas répondu aux attentes, les signaux qu'on a pu émettre au courant de l'année, qui n'ont pas été compris par Pierre, et finalement l'année n'était pas très bonne non plus. On n'a pas eu ce qu'on attendait. Et le directeur ne se remet même pas en question, il se demande même pas, mais pourquoi, alors qu'au début d'année, c'était un petit nouveau, il était plein d'énergie. Non. Et À aucun moment, il se le demande directeur est sur pourquoi il lui. est plus d'hommes en fin d'année. Oui. Le directeur est sur lui. Attention à l'exercice, c'est de s'identifier avec le directeur. Je sais que c'est difficile. Le directeur ne s'est pas posé la question, pourquoi au début d'année c'était super, il a eu une super idée de projet, puis en fin d'année, qu'est-ce qui s'est passé? À aucun moment il lui a demandé, tiens, qu'est-ce que tu as eu? Donc il n'a pas posé de questions pendant l'année pour... En tant que directeur, je suis contente d'avoir pu lui donner 18 €, mais j'aurais préféré pouvoir lui en donner peut-être 80. Donc je pense qu'en tant que directeur, il doit être un peu frustré aussi de ne pas pouvoir lui annoncer un meilleur chiffre. Il aurait pu donner une meilleure évaluation. L'évaluation se fait que, enfin en tout cas, il ne perçoit que comme intéressant pour son employé, finalement, que ce qu'il va pouvoir lui donner de mieux financièrement et rien d'autre. Oui. Donc le directeur est content juste de pouvoir lui donner quelque chose de mieux et rien d'autre. Et ici, c'est pas grand-chose. Il aurait préféré pouvoir lui donner plus. Oui. On n'a peut-être pas soutenu Pierre sur l'année, mais on a quand même mis en avant une compétence sur laquelle on ne s'attendait pas. Oui. C'est vrai que c'était... Ah, c'est bien de relever ça. C'est bien de relever ça. C'est Bravo. pour ça qu'on a été déçus. Donc, il y a eu une déception au niveau de l'année. Par contre, il y a eu un événement qui s'est quand même bien déroulé. Et là, il y a eu des compliments par rapport à cet événement. OK. Donc, ce qu'on a pris comme exemple maintenant, je ne sais pas, est-ce que certaines personnes ont vécu ce genre de choses? Normalement, oui. Ouais, ok, je vois déjà clairement que... Donc, c'est du vécu. Est-ce qu'on peut dire que Jean ou Pierre ont de mauvaises intentions, sont mal intentionnés, sont de mauvaises prédispositions? Non, hein? Non, ils sont bien intentionnés, mais ça ne se passe pas bien. Il y a quelque chose qui ne se passe pas bien. On ne sait pas très bien. C'est du management à l'ancienne. Hein. Et qui est encore fort présent partout. C'est ça ce qu'on voulait vous démontrer. Alors, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant pour améliorer les choses? Vous vous rappelez là, tantôt la théorie qu'on a vue? Communiquer. Plus de communication, plus d'ouverture. Plus une écoute active, fantastique. De l'autonomie, bravo. Prendre le temps d'accueillir de nouveau, génial. Donner du feedback. Communiquer. Super. Communiquer, c'était... De la structure De la structure et et de la méthodologie. de la méthodologie. Donner du sens. Donner du sens, tout ça bien? Une petite bouteille de champagne pour vous. Se montrer ouvert aussi. Se montrer ouvert. Les objectifs ne sont pas clairs. Ok. Encore quelqu'un qui veut rajouter quelque chose? De pouvoir Pardon? argumenter, que ce soit l'un ou l'autre. Plus d'argumentation. Ok. Juste pour rebondir sur les objectifs, c'est peut-être avoir des objectifs individuels plus clairs et qui soient peut-être remis en contexte dans les objectifs de la société. Ok. Et des objectifs plus clairs, individuels, qui soient remis dans le contexte de la société. On a voulu faire court, donc peut-être que ces objectifs sont là. L'essentiel de l'illustration ici porte à autre chose. Donc, désolé si on n'a pas montré ça, mais sinon on était parti pour 3 ans.
Encore quelque chose? Valoriser. Optimisme, positivité. Positivité, valoriser. Il y a aussi quelque chose qu'on n'a pas entendu, peut-être que vous en êtes rendu compte. Est-ce que vous avez le sentiment? L'intégration dans l'équipe qui pourrait être améliorée. Ok, l'intégration dans l'équipe pourrait être améliorée. Est-ce que vous avez... Oui. Meilleure compréhension des besoins et des attentes mutuelles. Meilleure compréhension des besoins et des attentes mutuelles. L'adhésion au projet aussi. L'adhésion au projet. Disponibilité. Disponibilité, la disponibilité. Okay. Tout ça est juste. Et puis il y a aussi une question de confiance. Nous, on avait le sentiment qu'il n'y a pas énormément de confiance de la part de gens envers les compétences de Pierre, qui finalement quand même a été débauché pour son expertise. Donc on va prendre tous les conseils que vous nous avez donnés avec nous, on va rajouter la confiance, et on va jouer la même situation avec un genre qui se comporte légèrement différemment, mais c'est la même personne. Donc c'est pas un autre genre, c'est la même personne, il a juste appris à faire les choses légèrement différemment, et puis ça va avoir un effet que vous allez voir. Bonjour Jean. Bonjour Pierre, ça va? Oui, chouette. Allez, je suis là depuis 2 semaines, mais c'est chouette. Allez, pour le moment, il y a une super bonne ambiance. Les gens sont souriants. Et on me propose de venir manger le midi pour faire connaissance avec moi. On me fait un peu rencontrer les gens. Il y a une ambiance ici, moi je n'ai pas encore vu ça. Ça me fait beaucoup de plaisir d'entendre ça. Hein? Oui. Donc, je voudrais te donner un premier projet. C'est l'analyse de nos produits vis-à-vis des produits de la concurrence. Oui. Tu connais sans doute la méthode A. Grand classique. Voilà. Donc, c'est un premier projet que je voudrais te proposer. Ok, super. Et tu me demandes de faire ça avec la méthode A. Oui. Moi, j'utilise depuis quelques années la méthode B. Et j'arrive à faire la même chose, le même résultat qu'avec la méthode A, exactement la même chose. Mais ça me prend un tiers du temps. Ah bon? Oui. On a déjà utilisé la méthode B et honnêtement, on n'était pas content parce que c'était l'horreur, les chiffres étaient différents. Oui, ça c'est un problème de compatibilité entre les deux bases de données probablement. Exact, oui. Oui. Ça, je peux résoudre facilement. Enfin, moi j'ai résolu ça là où je travaillais avant avec une table de conversion. Super. Oui. Eh bien, facile, hein? Facile quoi? Faites la méthode B. Ah ouais? Je suis très intéressé. Ok. Bon, je vais probablement faire aussi la méthode A, comme ça on est sûr. Super. Super. Ouais, génial. Ok. Merci Jean. Pierre, comment on se sent? Bien. Bien. Valorisé. Il arrive déjà avec l'intégration a été plus orientée sur l'humain et moins sur le matériel, et donc ce sont plusieurs options pour rentrer et proposer, décider. Fantastique. L'intégration a été plus réussie sur le plan humain, et donc ils se sentent déjà plus en confiance pour proposer sa méthode. Jean, comment est-ce qu'on a vécu ça? Est-ce qu'on se sent encore à l'aise? On est content, on a un employé qui a des chouettes idées, initiatives, du 109, c'est intéressant et en plus ça fait gagner du temps. On est content, on a un employé qui prend l'initiative, du 109, et en plus ça fait gagner du temps. On reçoit un bon feedback sur la culture d'entreprise, ça lui fait plaisir que les autres collègues intègrent le nouveau. On reçoit un bon feedback sur la culture d'entreprise, ça fait plaisir que les autres intègrent le nouveau. On est prêt à lui donner sa chance de montrer une autre façon de faire à laquelle on n'est pas habitué. On est disposé à lui donner sa chance, à montrer une autre façon de faire que celle qu'on connaît. Ok, très bien. On passe à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est Pierre qui a terminé son étude comparative. Bonjour Jean. Bonjour Pierre. J'ai fait l'étude comparative de la concurrence que tu m'as demandé. Super, je suis très curieux. Bon, je vais te montrer d'abord la méthode A. Oui. Parce que c'est là que tu la connais. Voilà. C'est la méthode A. Oui, très bien, très bien. Et puis j'ai fait, comme on avait dit, j'ai fait la méthode B, voilà ici. C'est exactement la même chose. Et ça vient de nos bases de données. Étonnant, super. Et comment tu as fait? J'ai créé la table de conversion. Oui. Ça m'a pris à peu près 1 heure. J'ai introduit dans le système. Maintenant, elle y est. Donc la prochaine fois, il suffit d'appuyer sur le bouton.
Après, il faut interpréter les chiffres évidemment, mais pour sortir la partie quantitative, ça sera automatisé. Étonnant. Écoute, le reste de l'équipe utilise aussi la méthode A, donc si tu pourrais expliquer comment tu le fais, ça pourrait leur gagner beaucoup de temps. Oui, avec plaisir. Super. Lundi prochain? Ok. La réunion d'équipe? Oui, parfait. Ok, super, je le sais. Merci Jean. Voilà. Comment on s'est senti, Pierre? Valoriser. Valoriser. Reconnu pour son expertise. Il progresse parce qu'il va avoir d'autres tâches. Il va avoir d'autres tâches. Il est mis en valeur, donc il va pouvoir enseigner aux autres. Mise en valeur. Super. Jean? J'apprécie ce qu'il a fait. Et en plus, je vais effectivement lui donner la possibilité d'expliquer ça au reste de l'équipe. J'apprécie ce qu'il a fait et en plus, je vais lui donner la possibilité d'expliquer ça au reste de l'équipe. Je suis assez satisfaite parce que je crée de la valeur, étant donné que ça va, je vais partager l'apprentissage à tout le reste de mon équipe, et donc c'est de la valeur qui est créée pour plus tard. Oui, donc je suis satisfait parce que ça crée de la valeur et que je vais pouvoir partager ces connaissances avec le reste de l'équipe et ça va créer encore plus de valeur au sein de l'équipe. Encore quelque chose? Non. On passe à la dernière étape qui est l'entretien de fin d'année, parce que Luc, là, on n'a pas vraiment besoin. Et l'entretien de fin d'année. Pierre vient voir Jean. Bonjour Jean. Bonjour Pierre. Donc tu sais qu'une fois par an, on doit formaliser l'aspect d'évaluation. Oui. On s'est vu tous les 2-3 semaines, donc normalement il n'y a pas de surprise. On a beaucoup apprécié l'introduction de la méthode B, qui a très bien expliqué à l'équipe ce qui s'est très bien déroulé, très apprécié. L'événement que tu as organisé pour nos clients, c'était top, tu sais, hein, on n'a jamais eu de belles commentaires comme ça. Et le projet X, c'était aussi très bien fait, tu es très ouvert. Et je voudrais te demander si toi tu regardes l'année précédente, est-ce qu'il y a des choses qui se sont très bien déroulées, des choses que tu feras autrement dans le futur? Bon, l'intégration, ça c'était fantastique. D'ailleurs, la société ici, dommage que je ne suis pas arrivé plus tôt, parce que c'est super de travailler ici. Je ne pensais pas que c'était possible. Une boîte où les gens sont tellement ouverts, où on forme un groupe, les gens aiment le travail, aiment le contact. Donc je me sens vraiment bien ici. Au niveau du boulot, je pense que ça s'est bien passé aussi. Il y a juste eu avec le projet X. Après, bon, j'ai compris que tu attendais que je prenne l'initiative et que je prenne ça sur moi. Tu espérais que je fasse ça. Et moi, dans les boîtes où j'ai travaillé jusqu'à présent, tu ne fais pas ça. Tu attends qu'on te le donne et qu'on... Donc j'ai un peu attendu. La prochaine fois, je pense que je vais essayer de prendre un peu plus l'initiative. Puisque c'est possible. C'était quand même mal entendu, hein? Oui, oui. Super, ok. Et... Oui. Pardon? Non, il n'y a pas un bonus ou une... Ben, en fait, les bonus, on ne fait pas. Parce qu'on a constaté dans le passé que ça rend les gens plus égoïstes. Hein? Ils se focalisent surtout sur leur petit projet, donc on veut surtout promouvoir l'esprit d'équipe, ça c'est quelque chose de très important chez nous. Plus, si tu compares ta paye vis-à-vis de la concurrence, tu dois sans doute constater qu'on paye un petit peu plus loin que... Mieux. Oui. Mieux. Merci. Donc personne n'a de bonus? Non. Ok. Voilà, ça, c'est... Même pas le CEO. Ça c'est fait. Ok, merci Jean. Avec plaisir. Quelque chose à rajouter, quelqu'un, parce que je regarde le temps. Rentrez effective ensemble. Il y a eu des entretiens de fonctionnement réguliers. Il y a eu des entretiens réguliers. Il y a eu des félicitations, on demande l'avis de l'employé. Il n'y a pas d'augmentation. Il n'y a pas d'augmentation. De ce côté-ci. J'ai ouvert le dialogue.
parce que après la fin de ce que moi je pensais, j'ai demandé son avis. J'ai ouvert le dialogue, j'ai Puis ouvert le dialogue. sur le fait qu'il n'y ait pas de bonus, mais j'ai été très transparent en disant qu'il n'y en a pas. J'ai expliqué pourquoi et j'ai expliqué qu'il y en avait vraiment pour personne, donc j'étais transparent. Et sur le fait du bonus, j'étais transparent, j'ai expliqué pourquoi, et qu'il n'y en avait pour personne, donc que c'est un système qui est juste. Ok, est-ce que ça c'était la partie pratique? On va tout de suite faire une conclusion, mais avant ça, l'espace qui est réservé pour les questions, c'est maintenant. Donc, y a-t-il des questions? Apparemment, elles ne sont pas brûlantes. Ce que vous faites quand vous intervenez, donc vous faites aussi ce genre de scénette alors devant les collaborateurs C'est un outil. Faire ce genre de scène, c'est un outil qu'on fait. Parce qu'on pense que c'est très didactique et que ça permet justement, sans que les collaborateurs se sentent menacés, parce qu'on ne leur demande pas de faire un jeu de rôle, ça permet de mettre en évidence certaines situations qui sont tout à fait réalistes. Est-ce que vous avez l'impression que ce qu'on a fait était réaliste dans les deux cas? Le changement du passé de bilan aussi, c'est réaliste, mais arriver à la situation, la première situation, passer de situation à une situation, c'est difficile. Ça, c'est un très très bon point. Donc le changement, passer de la première situation à la deuxième situation, c'est pas évident. C'est pas si compliqué, mais c'est vrai que c'est pas évident. C'est pas qu'on arrive, on vient avec une baguette magique et hop, c'est fait. Ça prend un peu de temps. Je voulais lancer avec ma question, quand vous faites ce genre de choses, vous mélangez alors les collaborateurs et les dirigeants, ou vous faites des groupes séparés Les deux sont possibles. On peut mélanger les collaborateurs et les dirigeants. À ce moment-là, il faut quelque part que le message invite les deux à se remettre en question. Ou bien on l'oriente vraiment pour des dirigeants. Et là, on peut se permettre d'être un peu plus dur par rapport au comportement des dirigeants. Devant les employés, on ne va pas trop mettre les dirigeants en porte-à-faux. D'autres questions? Enfin, sinon, on est encore là. Vous êtes les bienvenus pour... Ici, vous avez affaire à un public qui est plutôt demandeur, donc c'est assez facile de vous convaincre, mais dans la pratique, est-ce que vous n'avez pas affaire à des résistances par rapport aux mentalités ou à des cultures d'entreprise qui sont hyper canvassantes pour justement les managers et qui fait qu'ils sont justement bloqués, même si ça n'a pas. Super de question. Est-ce que tout le monde a entendu? Parce que moi j'ai entendu, donc tout le monde a dû entendre. Okay. On a un petit peu un rôle de Don Quichotte, dans le sens où il y a beaucoup de résistance dans le marché, puisque la culture répandue partout, c'est une culture qui est basée sur l'époque industrielle et qu'on n'est pas encore adapté à ça. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui s'ouvrent à ça, et donc il y a une masse critique qui est en train de se former, et la résistance devient de moins en moins forte. Disons qu'il y a 3-4 ans, les dirigeants par exemple, ne voulaient vraiment pas en entendre parler. Aujourd'hui, les dirigeants deviennent demandeurs. Tiens, on en a beaucoup entendu parler. Il s'agit de quoi? Vous faites ça comment? Et donc, les choses changent. Oui, en plus, on ne les juge pas. Hein. Donc, on utilise des modèles scientifiques validés. Ce sont les meilleures méthodiques actuelles dans le marché. Et s'il y a un problème de manque d'empathie, par exemple, il y a des instruments pour mesurer le comportement du chef. Et là, c'est une objectivation du problème, disons. Donc, nous ne sommes pas là pour les juger, nous sommes là pour les aider. Oui, monsieur. Est-ce que les résultats sont meilleurs sur des petites structures, donc en termes de personnel, ou sur des grandes structures? Vous avez pu observer que vous atteignez vos objectifs plus facilement sur un petit nombre qu'un grand nombre, en fonction de taille d'entreprise, où la méthode s'adapte à... De toute façon, la question c'est est-ce que ça fonctionne mieux avec des petites structures ou avec des grandes structures. De toute façon, c'est un travail qui se fait sur le terrain, proche de l'individu. Donc si vous allez le faire dans une grande structure, de tout en haut, sans descendre au niveau des petites structures, parce que dans les grandes structures, il y a des unités, il y a des équipes, etc. Il va falloir travailler au niveau des équipes, il va falloir travailler au niveau du relationnel et de l'humain. Ce n'est pas juste une question d'information. Quand on parle de communication interne, vous n'allez pas pouvoir changer une culture complètement, rien qu'avec de la communication interne. Par contre, vous allez pouvoir insuffler un questionnement, soutenir cette évolution. Je ne sais pas si je peux rajouter... Ok.
Par souci pour votre temps, encore une fois, on est là, mais on nous a demandé de terminer à l'heure, donc c'est ce qu'on va faire. Voici de nouveau le modèle théorique. Et dans ce modèle théorique, ce qu'on a mis en illustration, c'est premièrement, il y avait plus d'autonomie, puisque Pierre a été autorisé à faire son modèle. Sa compétence a été plus reconnue. Évidemment, il y avait un soutien perçu qui est beaucoup plus clair. L'information a été partagée, entre autres par rapport au bonus, mais aussi il y a eu plus d'écoute au niveau de l'information. Et il y avait clairement une expression de confiance qui était plus forte entre les deux protagonistes. Vous avez retrouvé tout ça? C'est en rouge? Super, merci. Il nous reste à vous inviter à faire quelque chose. Alors, la joie, ça change tout. Ce n'est pas juste un petit postulat léger. Donc, vous avez plus de joie, vous êtes plus productif, vous êtes plus créatif, vous êtes plus ouvert au dialogue avec les autres. Vous êtes un meilleur partenaire dans les relations de couple. Scientifiquement, il a été prouvé que vos enfants, pas tout le monde dans la salle concernée, vos enfants ont de meilleurs résultats à l'école. Si vous avez une mauvaise journée au boulot, le lendemain, vos enfants vont avoir des résultats qui seront moins bons à l'école. Vous allez être de meilleure santé. C'est plus agréable pour tout le monde, pour vous et pour les autres. Et donc, ce qu'on voudrait vous inviter à faire, c'est, si vous avez l'occasion aujourd'hui d'apporter un petit peu de joie à quelqu'un, aujourd'hui, demain, faites-le tous les jours, mais faites-le aujourd'hui. Merci.